So, thank you very much, Serge. It's Merci beaucoup, Serge. Je suis enchanté d'être ici et j'espère que je vais arriver à faire fonctionner cet appareil de projection. Eh bien, le titre de la communication est les défis et les occasions à saisir en matière de changement climatique et d'énergie. Et Dr. Shu Goes to Washington, vous savez, c'est une référence à Jimmy Stu, à ce film où il y a quelqu'un qui est envoyé à l'ouest parce que quelqu'un d'autre est mort. Et en fait, il faut en général pour ce genre de poste quelqu'un qui peut être manipulé et qui écoute ce qu'on lui dit. Et d'autres ont pensé au contraire qu'il fallait mettre là, à ce poste, à ce moment-là, quelqu'un qui allait savoir changer les choses. Euh, le, et le gouverneur dans le film en question pense que Jimmy Stodge n'est pas capable de changer les choses et on pense qu'il peut être manipulé. Bon, alors comment est-ce que j'ai décidé de devenir secrétaire à l'énergie? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que j'ai effectivement été capable de, contrairement au personnage du film, de lancer la pièce en l'air. Et en fait, je voudrais vous parler des scientifiques au niveau de gouvernement. Et en fait, j'ai à part Benjamin Franklin, j'ai été le seul scientifique ayant un poste administratif élevé à Washington. Mais Benjamin Franklin, à l'époque, il était à Paris. Donc, en fait, il faut savoir que, comme on le sait, le monde change très rapidement et il y a beaucoup de ces modifications qui sont dues à des progrès scientifiques et technologiques. Et je me suis aperçu lorsque j'étais à la Maison Blanche que en fait, c'est bien utile d'avoir un ou deux scientifiques euh, à portée de main parce que on évoque un certain nombre de faits. Si vous êtes un ministre qui a simplement reçu un petit briefing sur la question en une demi-heure, eh bien, ça n'est pas la même chose que quelqu'un qui est vraiment scientifique et qui en sait un peu plus. Et en fait, vous pouvez peut-être être plus influençable si vous avez reçu des formations rapides en quelque sorte. Et puis, je vais vous parler un petit peu des institutions scientifiques, comment les garder en bonne santé, comment euh, penser à en créer de nouvelles. Euh, les organisations scientifiques sont souvent dirigées par des scientifiques qui sont excellents, mais pas des scientifiques qui ont arrêté de pratiquer les sciences il y a 10 ou 20 ans, mais qui sont en activité. Alors donc, je voulais parler d'un sujet sur lequel le président des États-Unis m'a demandé de travailler. C'est après l'explosion de Deepwater Horizon au Nouveau-Mexique. Et il se trouve que la plateforme qui avait une fuite laissait passer du pétrole, du gaz, et on ne savait pas si les vannes étaient fermées. Donc, en fait, il y a des sous-marins qui étaient envoyés pour s'assurer que l'on pouvait aspirer tout ce pétrole et pour pouvoir ensuite refermer les vannes. Mais avec des caméras à rayon gamma, on peut prendre des vues à travers plusieurs centimètres d'épaisseur d'acier. Et moi, j'ai pensé à cela et en fait, les ingénieurs au début en ont ri, mais en fait, ça a marché et mon idée en fait avait fonctionné et le président Obama m'a dit bon ben écoutez, Chou, vous allez là-bas et vous allez les aider
travailler. J'ai dit d'accord et je suis descendu là-bas et j'ai aidé tous ceux qui le souhaitaient. Et puis, 6 autres personnes sont venues m'aider, des gens qui étaient de très bons scientifiques, des amis à moi, mais des gens avec une forme d'esprit, une tournure d'esprit très originale. Et puis, nous avons commencé à travailler là-dessus et pendant un certain nombre de mois, nous avons travaillé très dur à résoudre cette question. Donc ça, c'est la plateforme après l'incendie. Pendant plusieurs jours, elle a dérivé, puis elle a coulé. Et vous voyez ici euh, la photo en dessous de la plateforme. Et puis vous voyez ici à droite, en fait, l'ensemble de la plateforme, en fait, c'est toute une série de vannes qui font à peu près 2 étages de hauteur, peut-être 20 mètres, enfin au moins 15 en tout cas. Donc ça, c'est seulement la partie inférieure de la plateforme. Et puis vous voyez le pétrole qui s'échappe. Et puis vous voyez que la fuite était de 9,5 millions de litres par jour qui se déversaient donc dans le Golfe. Alors dans cet exemple de catastrophe, les ingénieurs de chez BP ont pensé que l'explosion avait endommagé le puits et que celui-ci ne pouvait donc pas être refermé. Donc il était sous l'eau, à 1 000 sous l'eau. Donc vous voyez en fait le fond de l'océan. Bon, enfin ça c'est 200 pieds. Enfin bon, je vais garder ça en pieds, je ne vais pas convertir. Vous convertirez. Bon, vous avez 8 000 pieds donc de profondeur. Donc, euh, à ce moment, ce pétrole pouvait donc être remonté par les fissures et serait donc totalement hors contrôle et tout partirait dans le golfe du Mexique. Donc, avec mon équipe, j'ai discuté avec les ingénieurs de chez British Petroleum et les ingénieurs de chez BP ont dit, bon, il doit y avoir un problème au puits, il doit être endommagé, mais il y a une autre explication qui est tout aussi plausible que ce puits n'est pas endommagé. Et moi, je les ai convaincus pendant 1 ou 2 jours en discutant que, en fait, on ne savait pas si ce puits était endommagé ou non, donc il fallait peut-être voir les choses différemment. Et puis, en fin de compte, nous avons pensé que l'on pourrait mettre une extension au-dessus de ce puits. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Cela constituait un gros risque, mais très brièvement, l'un des risques était le suivant. Lorsque cet appareil de forage a pris feu, il a commencé à dériver. Et en fait, les tuyaux se sont étirés comme un élastique. Ils ont claqué. Donc vous aviez ici un décalage, le puits avait légèrement tourné de plusieurs degrés et on allait donc mettre cette espèce de bouchon là-dessus. Alors, c'est ce qu'ils allaient faire, mais avec mon équipe, nous avons dit, il ne faut pas que vous fassiez cela ainsi, parce qu'il y a beaucoup de risques, à moins d'être sûr que vous mettez le bouchon vraiment en bonne position. Et les ingénieurs de BP ont dit oui, peut-être à ce moment-là, il faudrait, dans la mesure où il y a eu une certaine distorsion de cet appareil, le remettre droit après, et après seulement mettre l'extension. Et donc nous ne l'avons pas fait à cause de ça, à cause du risque. Et nous étions dans une salle avec d'autres scientifiques et ingénieurs à travailler sur la question. Mais autrement, nous n'avions pas vraiment l'autorité de dire aux ingénieurs de BP ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et puis, une autre question maintenant, un autre problème, la catastrophe nucléaire de Fukushima, ce séisme et le tsunami, comme vous le savez, qui ont causé l'inondation des réacteurs nucléaires, perte d'électricité, et les réacteurs ont perdu leur eau et peu après, ils ont commencé
à fondre, le cœur a commencé à fondre, et très rapidement, dans ces réacteurs, on a constitué donc une fusion, et en fait, ça n'était pas localement que les mesures pouvaient être prises. Il y avait tout un système de hiérarchie jusqu'au gouvernement, en fait, par plusieurs paliers. Mais plus on montait dans l'autorité administrative, dans la hiérarchie, les gens, plus on trouvait de gens qui ne savaient pas quoi faire, justement. Parce que si l'on ne fait pas ce qu'il faut dans ces cas-là, on peut avoir une fusion complète du cœur. Donc il y a quelqu'un qui a dit faites ainsi. Mais bon, si on m'avait demandé, moi je n'aurais pas fait ça. Et en fait, ce qui a été fait à l'époque, ça a un petit peu sauvé la situation, du moins en partie. Mais les Japonais devaient décider quelles allaient être leurs relations avec TEPCO. Après tout, ils auraient pu dire vous êtes responsable de ces installations, débrouillez-vous. Un peu comme le gouvernement américain qui avait dit après tout c'est votre puits de pétrole, c'est votre plateforme pétrolière, débrouillez-vous. Puis ils se sont aperçus après que l'entreprise avait besoin d'être assistée. Bon, il y avait également la question de l'évacuation, parce qu'il y avait beaucoup d'autres dangers. On avait l'expérience de Tchernobyl en Russie. Il n'y a pas eu là une bonne politique gouvernementale, et les gens ont pu boire du lait contaminé pendant plusieurs semaines. Il y a énormément de cancers qui auraient pu être évités de cette façon-là. Donc, déterminer une politique est très important. Et puis ensuite, Fukushima est arrivé un an après l'histoire de la plateforme pétrolière de Nakonjo. Et là, le président Obama m'a demandé d'intervenir également. Le ministre responsable de l'énergie au Japon, qui est quelqu'un de très capable, se demandait s'il fallait évacuer près de Fukushima. Et en fait, il a été décidé que les gens resteraient chez eux, mais en attendant, je ne sais pas, en fait, on ne savait pas trop s'il fallait évacuer les citoyens américains, mais on leur a demandé de rester confinés en attendant que l'on envoie des appareils de détection. Je ne sais plus exactement d'ailleurs si la France avait rapatrié ses nationaux. Bon, là, vous voyez en fait la catastrophe avec... Ah. Autrefois, je savais manipuler les lasers, mais je n'y arrive plus. Ah, bon, ça c'est donc, comme je le disais, une des explosions d'hydrogène à gauche, et puis à droite ce qui se passe après. Bon, je crois que je vais simplement utiliser le pointeur, ce sera plus facile. Donc ça, ce sont des données du département de l'énergie. Il s'agit de données recueillies par des systèmes aéroportés. En dépit des vents qui allaient dans cette direction, la contamination s'est déroulée au nord-ouest, dans cette petite zone, à cause de cette petite vallée. Il y a énormément de petites vallées très étroites au Japon. Et au fur et à mesure que l'on suivait les radiations, eh bien, on s'est aperçu que ce n'est que plusieurs jours après que l'on a évacué les gens. Bon, qu'on peut estimer qu'il y aura environ une centaine de cancers qui seront dus à cet accident. Ça paraît tragique et ça n'était pas nécessaire. La plupart de ces cancers ne seront pas mortels parce qu'ils pourront être traités. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ça aurait été possible d'éviter cela si le gouvernement avait peut-être su plus vite quoi faire et avait pu réagir plus rapidement, évacuer plus rapidement les gens. L'évacuation a été lente et en fait, il y avait toutes sortes de renvoi d'autorité entre les gens qui devaient donner l'ordre d'évacuation. On a perdu du temps.
Si l'on évacue les gens, la population, en particulier des gens de plus de 60 ans, 70 ans, 80 ans, cela peut totalement les désorienter et également créer des décès prématurés. Donc, ça n'est pas si simple que ça. On n'évacue pas les gens simplement pour être sûr que l'on fait ce qu'il faut, parce que on risque en fait de créer des décès de façon secondaire. Donc, je crois que les scientifiques savent cela. Alors, notre équipe, comme je le disais, une petite demi-douzaine de personnes et moi-même, eh bien, nous n'avions pas d'autorité, en fait. Nous ne donnions pas d'ordre au gouvernement du Japon, d'instructions, mais nous pensions que, au fur et à mesure qu'il gérait la situation quotidienne, nous allions réfléchir à ce qui pourrait se passer après. Je vais vous donner un exemple. À un moment, ils ont mis de l'eau de mer dans la cuve du réacteur. Et là, c'est là qu'il y a les crayons de combustible. Et là-dedans, ils mettaient de l'eau de mer. Cette eau se mettait à bouillir. Elle ressortait. Elle était alors filtrée par cette espèce de citerne qui a cette forme d'anneau. Ça capturait la plupart des radiations, mais quelques-unes pouvaient s'échapper. Mais le problème, c'est que lorsque vous faites bouillir de l'eau de mer, il y a de la vapeur. Ensuite, vous remettez de l'eau de mer. Et puis, il y a de plus en plus de sel qui est produit dans ce processus. Et donc, on ne sait pas exactement quelle est la quantité de sel qui se précipite et qui donc empêche de remettre une certaine quantité d'eau dans le réacteur. Et ça, on ne pouvait pas vraiment. On pouvait en fait on ne pouvait pas trop faire des échantillons, faire des mesures d'hydrogène ou autre. Et en fait, le problème était qu'il y aurait peut-être tellement de sel à un moment que l'on ne pourrait plus rajouter de l'eau pour rafraîchir le réacteur et qu'il allait fondre. Alors, lorsque l'on est arrivé au nettoyage, dans cette phase-là, nous n'étions plus engagés auprès du gouvernement du Japon. Et c'est très dommage parce que sinon, on leur aurait dit que lorsque l'on met les citernes, il y a toute cette partie en caoutchouc qui constitue les joints. Et il faut absolument être sûr que cet élastomère-là est résistant aux radiations. Lorsque l'on Et en fait, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Les radiations ont endommagé le plastique et il y a des radiations qui se sont échappées de cette citerne. Donc, s'ils avaient eu auprès d'eux des scientifiques qui connaissaient bien les questions nucléaires, ils auraient pu éviter cela. Bon, il y a des dangers, bien entendu, qui sont inhérents à l'énergie nucléaire, mais je voudrais vous faire remarquer qu'il y a beaucoup de dangers associés à toutes sortes d'énergies, en particulier les énergies fossiles. Vous avez bien vu la catastrophe de Deepwater, mais ça n'était pas la seule. Il y avait également 140 personnes qui ont été tuées dans une catastrophe en mer du Nord. Mais là, c'est une estimation du nombre de personnes qui sont mortes du fait de l'utilisation d'énergie fossile pour la production d'électricité. Donc, pour une personne qui meurt du fait de l'énergie nucléaire, y compris pour les morts que l'on peut prévoir suivant, vous avez en fait 900 personnes qui meurent du fait de l'utilisation du charbon. Ça, ce sont des maladies respiratoires, des questions de particules, le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote. Qui également tue les... Bon, ça tue surtout les arbres, mais un peu moins les gens, mais ce sont des maladies respiratoires. Et il y a
environ 400 personnes qui meurent de l'utilisation du pétrole. Alors ça, c'est une fracturation hydraulique et un forage horizontal, une technologie qui a été mise au point aux États-Unis. Donc vous avez d'abord un forage vertical et puis horizontal. Et dans ce cas-là, on force de l'eau à haute pression. Et là, c'est à une forte profondeur. Euh, c'est donc à quelques milliers de mètres de profondeur. Donc on pousse l'eau et on fait passer l'eau dans les tuyaux et l'eau fracture le rocher. En fait, ce n'est pas seulement des petites fissures, mais c'est une sorte de petite explosion que cela procure dans la roche. Et puis il y a une fraction de l'eau qui contient du sable. Et en fait, ça garde la brèche ouverte. Et ensuite, on peut exploiter le gaz. Alors, combien d'eau a-t-on besoin d'utiliser? Cela dépend des conditions géologiques. On peut récupérer parfois 30% de cette eau dans certaines régions des États-Unis et dans d'autres 0%. Donc, en fait, quand l'eau revient, comme toute l'eau, comme à chaque fois que l'on utilise de l'eau pour des opérations minières, pour des extractions, elle revient avec un certain nombre de particules. Si vous capturez 99,9% des cendres volantes, eh bien, vous pouvez avoir de l'uranium dedans parce qu'il y a de l'uranium dans le charbon. Et à ce moment-là, il va passer dans l'air. Mais en fait, vous ne laissez échapper, si vous voulez, que 1,5% dans l'air. Donc, bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de danger de ça. Mais enfin bon. Continuons. Vous voyez cette image de ce puits qui traverse une nappe d'eau souterraine qui ne fait, elle, que quelques milliers de pieds de profondeur. Et il est très important de protéger, dans ce cas-là, ces nappes d'eau souterraines. En général, on met toute une cuve en acier tout autour et pour certaines qui sont très importantes en taille, il faut mettre 2 couches de cuve en acier. Mais il faut également euh, injecter du ciment pour les stabiliser et il faut s'assurer effectivement que le ciment est bien mis en place. Et il y a eu quelques cas par le passé où les entreprises, pour accélérer les choses, n'ont pas fait tout cela, n'ont pas pris la précaution de passer par toutes ces étapes. Donc il y a certainement des accidents qui sont évitables. Et juste encore une chose, si l'eau en fait que l'on utilise pour ce processus revienne, eh bien vous ne pouvez pas la rejeter telle qu'elle sur la terre. Il s'agit de la retraiter. On a appris depuis que c'était de l'eau contaminée. On ne peut absolument pas la laisser retourner dans la nature comme ça. Il faut enlever les métaux et on ne peut pas la retraiter dans les usines de retraitement d'eau habituelles parce qu'elles ne sont pas conçues pour cela. Donc, il s'agit de recycler cette eau et de la mettre ensuite, de la réinjecter très profond dans la terre. Les États-Unis ont beaucoup d'huile de schiste et de gaz de schiste, mais pas seulement les États-Unis. Donc voilà l'estimation du gaz de schiste en Amérique, Canada. Il y a une petite poche également en France, comme vous le savez, mais il y en a partout. En Chine, il y aurait énormément de gaz de schiste aussi. Donc encore une fois, si vous voyez le pour et le contre de l'utilisation du gaz naturel par rapport au charbon, par rapport à toutes sortes d'énergies, bon, pour ce qui est de l'oxyde de carbone,
Le gaz naturel en produit moins que le charbon, mais on n'utilise plus de pétrole pour faire l'électricité, c'est terminé. Mais pour ce qui est de la pollution, alors ici vous avez le charbon en vert et le gaz naturel en bleu. Et vous voyez la grande différence. Aux États-Unis, on ne capture pas le mercure. L'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, essaye de mettre au point des réglementations à cet effet, mais ça n'est pas le cas pour le moment. Mais bon, ça, je sais que c'est écrit tout petit, mais je vais vous résumer ce que dit cette diapositive. Et à la fois dans les réserves prouvées et non prouvées aux États-Unis, la technologie de gaz de schiste a progressé de 30 à 40%. C'est énorme. Aujourd'hui, 30% de gaz naturel que nous utilisons vient du gaz de schiste. Et c'était moins de 10% il y a 10 ans. Donc vous voyez une augmentation considérable. Et dans le reste du monde, les réserves non prouvées de gaz de schiste sont considérables. Pour le reste du monde, ça pourrait être, en fait, ça pourrait nous entraîner à une augmentation de l'utilisation du gaz de schiste de 48%. Alors, il y a une histoire qui court, mais je ne sais pas si c'est vrai. C'est Reuters News Story Reuters qui dit ça. Il paraît que, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que les États-Unis sont le plus gros producteur de pétrole du monde maintenant. Nous avons en fait dépassé même l'Arabie Saoudite à cause de notre huile de schiste. Bon, alors, je sais que l'on peut en discuter beaucoup, mais il y a au moins 101 manières de développer ces ressources de façon tout à fait irresponsable. Mais enfin, ça n'est pas ça la bonne question. La question est de savoir, est-ce que l'on peut développer cela de façon responsable? Ça, c'est la première question. Est-ce que l'on peut également faire des réglementations et prendre d'autres mesures pour obliger les entreprises à exploiter tout cela de façon responsable? Alors, si vous ne répondez pas à l'une des deux, ça ne marche pas. Je sais qu'il y a beaucoup de débats publics ici en France sur ce sujet aussi, mais on peut faire beaucoup de choses qui ne conviennent pas du tout, qui sont irresponsables, mais on peut faire aussi des choses responsables avec ça. On peut faire de très bonnes choses avec toutes ces techniques, à condition de le faire de façon responsable et d'obliger les gens à faire un certain nombre de choses. Vous savez, c'est comme pour l'automobile, la sécurité automobile. On est arrivé à réduire le nombre d'accidents mortels en automobile au cours des dernières décennies d'un facteur supérieur à 10. Alors qu'il y a, grâce à des réglementations. Alors, si vous êtes un technocrate qui ne connaît pas très bien une question scientifique, voilà ce qui vous arrive. Eh bien, ça, c'est le site de Hanford, c'est le ministère de l'Énergie. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale et un petit peu après, on a utilisé ce site pour produire du plutonium. Et il a été utilisé aussi pour le Japon et c'était une partie considérable du plutonium que nous possédions. Et bon, maintenant, on ne produit plus de plutonium. Tout ça, ça a été ça a été nettoyé. Et dans le cadre de ce nettoyage, on a construit on a construit un complexe nucléaire qui est le plus complexe du monde. Le coût de ce projet est actuellement de 125 milliards de dollars. En fait, il s'agissait donc de faire, bon, en fait, ça devait être 12 milliards de dollars et puis finalement, quelqu'un faisait une offre à 1 milliard de dollars comme c'était un appel d'offres. Et à l'époque, j'étais secrétaire d'État à l'énergie, donc je me suis assuré que tout ce qui était ingénierie était en bon état, qu'on avait un bon chef de projet, qu'on arrivait à tout faire dans le budget. Alors,
j'étais là, je faisais une visite et les gens du site étaient très très fiers de tout ce qu'ils me montraient. Et puis, j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille et à poser de plus en plus de questions et à me dire que peut-être toutes les questions d'ingénierie n'avaient pas été résolues. Et au fur et à mesure, les ingénieurs se rendaient compte qu'il y avait de plus en plus de questions non résolues, même si mes adjoints me disaient que tout allait bien. Mais, par exemple, vous avez ici environ 100 mètres par 300 mètres, et puis ça fait 3 étages de haut. Alors ça s'appelle la Blatt-Cell. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'une fois que vous avez construit ce complexe, pendant 40 à 45 ans, vous ne pourrez pas rentrer dans ce complexe, vous ne pourrez plus rien réparer. Mais ça n'est pas le problème. C'est conçu pour que ça ne fuit jamais. Mais puisque ça ne fuit pas, ça ne doit pas fuir, vous n'avez même pas besoin de capteurs qui vous indiqueraient que ça pourrait éventuellement fuir. Et ça, c'était la conception de l'an 2000. Et il y a eu un certain nombre de revues, d'études qui ont dit que, bon, effectivement, c'était peut-être pas une très bonne idée. Et j'ai posé la question, savoir est-ce que c'est déjà arrivé que l'on fasse d'autres black cells. Euh, euh, il y en avait, mais elles étaient plus petites. Il y en avait une qui s'appelait Sellafield, qui avait été faite 15 ans plus tôt au Royaume-Uni. Et il y a eu une fuite. Ça a pris 8 mois de trouver la fuite. Elle n'était pas réparable. Et cette installation fonctionne à 50% de sa capacité. C'est arrivé il y a des années. Et alors, vous allez vous poser la question, bon, pourquoi est-ce qu'ils veulent reprendre cette même technologie? Après, vous aurez un bureaucrate qui va venir 4 ans plus tard et puis qui va dire bon, on m'a dit que. Alors, vous apercevez que l'ingénieur qui en fait au contact des choses, lui, est beaucoup plus anxieux. Et nous avons mis notre petite équipe au travail plusieurs jours de suite, 24 heures sur 24, week-end compris. Et nous nous sommes dit, bon, eh ben, il y a pas mal de travail là. Donc, on a en fait dégelé en quelque sorte la conception qui avait été gelée. Et puis, les ingénieurs nous ont dit après, vous avez eu bien raison, ça n'aurait pas fonctionné selon ce que nous avions prévu. Bon. Donc voilà. Ça, c'est une autre raison pour laquelle il faut avoir des scientifiques à très haut niveau. Parce que voyez-vous, si j'avais été sous-secrétaire d'État au lieu d'être secrétaire d'État, si j'avais été deux niveaux en dessous, je n'aurais pas eu l'autorité pour leur demander de revoir cela. Alors, voyons cela. Je voudrais parler un petit peu du changement climatique. Mais auparavant, je voudrais présenter un concept que l'on connaît bien dans le cadre du sport, dans le hockey, le football. Wayne Gretzky est l'un des grands champions de hockey aux États-Unis, mais c'est quelqu'un d'assez mince et les gens lui disent ben, vous êtes plutôt mince et vous êtes pourtant un si grand joueur de hockey. Il me dit oui, mais moi je vais là où il y a le palais. Et en fait, c'est un principe. Comment prévoir le futur? Eh bien, on peut espérer que tout ira pour le mieux
et planifier en conséquence. Bon, c'est très très gentil, mais enfin, on n'est pas sûr. On peut également évaluer les scénarios futurs possibles et donc fonder ses plans là-dessus. Et là, on peut faire une analyse coût-bénéfice pour la société. Alors, quelques faits simples. Température de la Terre et de l'atmosphère de 1800 à 2011. Donc ça, ce sont les enregistrements de température moyenne. Alors on a beaucoup dit à Washington que le climat ne changeait pas parce que les températures moyennes n'ont pas grimpé au cours des 10 dernières années. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'elles n'ont pas grimpé. Et on peut dire que on ne comprend pas pourquoi les températures sont stables et ont même un tout petit peu baissé il y a environ 20 ans. Bon, les modèles peuvent être ajustés pour remédier à cela, mais si l'on fait tous ces calculs, on ne peut pas encore expliquer d'ailleurs pourquoi, et on ne peut pas non plus nous dire euh, encore pourquoi il y a toutes ces petites crêtes, et ça c'est une compilation de différentes données. Over a period of Mais sur une période de 100 ans, peut-être 50, mais en tout cas 100, ce n'est pas le résultat qu'on trouve. Parce que ces oscillations sont provoquées par des phénomènes extrêmement complexes, l'interaction entre les océans en particulier et la température de surface terrestre. Ça a également quelque chose à voir avec la quantité de dioxyde de soufre qui se trouve dans l'atmosphère. Si on a une grosse pollution au dioxyde de soufre, une éruption volcanique, ça peut avoir une influence. Donc on cherche toujours à déterminer les détails de tout cela. Mais si la quantité de rayonnement solaire est constante, elle n'est pas constante puisqu'il y a un cycle solaire de 11 ans qui est à présent mesuré par des satellites et qui est constant. Mais donc si il est constant et si nous avons un effet de serre, si le soleil entre, mais pas seulement la lumière du soleil, aussi les infrarouges, les taches solaires, les micro-ondes, etc., tout pénètre et l'énergie qui quitte la Terre est inférieure puisque la radiation infrarouge, le rayonnement infrarouge est retenu. Et donc tout semble indiquer que la Terre va probablement se réchauffer, sauf si le thermostat de la planète marche très bien. Nous-mêmes, nous avons un thermostat interne qui maintient notre température corporelle à 37,2 degrés. Si le thermostat de la Terre marche parfaitement, on pourrait dire que on aurait plus de plantes avec plus de CO2 puisqu'il ferait un petit peu plus chaud. Et ça peut rester comme cela. Mais ce serait complètement fallacieux de raisonner comme ça. On sait que le climat sur Terre a déjà changé dans le passé. Il y a 20 millions d'années, l'Antarctique n'était pas recouvert de neige et de glace. Donc, on sait qu'il y a eu des périodes différentes sur Terre. Et donc, pourquoi s'inquiéter si la température change naturellement? Eh bien, pourquoi s'inquiéter? Parce que la quantité de ces gaz à effet de serre et du CO2 a quasiment doublé depuis le début de la révolution industrielle. Elle n'a jamais été aussi élevée depuis plus d'1 million d'années. Et là, d'un point de vue géologique, évidemment, on parle de temps qui sont très courts par rapport à ces aires géologiques. Donc au cours des 30 dernières années, il y a un certain nombre de preuves anecdotiques qui sont livrées à nous. Ça, c'est un glacier, une photo prise le 13 août 1941, et ici, le 31 août. Voilà, c'était alors après d'autres preuves anecdotiques, on a la célèbre canicule de 2003 qui a tué quasiment 15 000 personnes. On a appris que plusieurs années plus tard, mais en Italie, c'était 18 000 personnes. Donc évidemment, ça reste anecdotique.
Ici, nous avons les données sur l'hémisphère nord, sur Terre. Et ça commence en 1951. C'est la NASA qui a réalisé cela. Et on y découvre les températures entre juin, juillet et août. Alors ici, le bleu, on a les journées froides en été. Ici, les journées chaudes en été. Donc ça, c'est la compilation de l'ensemble des températures. Et on voit qu'au cours des 10 dernières années, les journées se réchauffent en été. Alors ici, si on avait une distribution gaussienne, une courbe gaussienne, pardon, au cours de la dernière décennie, ce qui était moins de 0,2%, il y avait moins de 0,2% que la journée soit dans les extrêmes de chaleur. Et maintenant, la possibilité que ça arrive, c'est 8%. Donc si vous trouvez que les étés sont plus chauds, vous ne vous trompez pas. Ici, on a des données relevées en 2010 sur les marées. Maintenant, nous avons, d'ailleurs, avant, c'était relevé directement dans la mer. Maintenant, ça peut être relevé par satellite. On calibre les satellites pour mesurer cela. Ici, c'était le modèle prévu et on avait une fourchette, mais en fait, on voit que le niveau de la mer s'élève bien plus vite que ne l'avaient prévu ces différentes prévisions. Parce qu'il y a plus de chaleur, plus de précipitation, plus de pluie, plus de neige. Donc, les glaciers deviennent plus fins. Et on peut mesurer cela de manière très précise. Ici, c'est une mesure par satellite. C'est GRACE, c'est l'acronyme pour cette expérience satellitaire entre 2002 et 2013. Ces satellites font le tour de la Terre. S'il y a un changement gravitationnel local, les orbites sont très très légèrement modifiées. Et en mesurant la distance entre les deux satellites, on peut calculer l'accélération locale causée par la gravité. Et quand on réalise cela, ce qu'on découvre, c'est qu'au-dessus du Groenland, on voit que la glace s'affine et la banquise au Groenland fait 2 km d'épaisseur. Ici, l'échelle, c'est 2 mm. Donc, il s'agit d'une mesure extrêmement sensible. Alors, il y a une petite animation qui a été réalisée par la NASA. Ici, c'est la disparition de la glace au Groenland. Et ensuite, si vous allez en Antarctique, la prévision était qu'il y aurait plus de glace. Or, il y a eu une perte. Ici, de façon très importante, les plateaux tibétains. Le plateau tibétain apporte de l'eau à environ un tiers de la population mondiale. Il y a beaucoup de glace ici vers Katmandou au Népal. Ici, ce ne sont pas des montagnes, ce sont des collines, mais il y a une perte de masse de glace considérable. Et c'est dû au fait que les nappes phréatiques sont en train de réduire à cause de l'irrigation, à cause du changement météorologique. Et donc, à l'ouest du Mississippi, les nappes phréatiques sont en train de se vider. Il y a une très très vieille nappe phréatique qui s'étend du Dakota du Nord jusqu'au nord du Texas, qui existe là depuis le dernier âge glaciaire. La dernière ère glaciaire, eh bien, elle est maintenant à 90% vide. Donc, il y a des choses qui sont en train de changer. Et d'ailleurs, elle est tellement vide que le Texas, l'État du Texas, a dit aux fermiers qu'ils devaient faire attention à la quantité d'eau qu'ils utilisaient. Et je peux vous dire que au Texas, généralement, les gens ne laissent pas le gouvernement vous dicter votre comportement sur une terre qui vous appartient. Donc, si on regarde ici des données des compagnies d'assurance, là c'est Munich Re, une société de réassurance,
Si vous êtes évidemment une compagnie d'assurance et que il y a une grosse catastrophe, vous n'aurez pas les moyens de payer, d'où l'intérêt de la réassurance. Donc ici, on a les grandes catastrophes sur Terre depuis 1950. Vous avez les États-Unis qui ont 7 des 10 plus grandes catastrophes. Bon, probablement parce que c'est un pays plus riche, mais celles qui sont entourées de rouge sont météorologiques. Là, le reste, ce sont des tremblements de terre. Alors, il s'agit soit de sécheresse, soit d'ouragans. Et toutes ces pertes se sont produites depuis 1998. Voici d'autres preuves, pas si anecdotiques que ça. Une fois de plus, et ici on parle d'argent, hein, ce sont des chiffres de compagnies d'assurance. Ils suivent les orages tropicaux, les tremblements de terre, les problèmes de récolte, les feux de forêt, et on voit que la tendance est à la hausse. Ici, nous avons donc les pertes assurées et non assurées. On commence à environ 40 millions de dollars, on en est maintenant à 40 milliards de dollars, pardon, par an, et on en est maintenant à 200 milliards de dollars par an. Sans compter, évidemment, toutes ces pertes. Hein. On ne parle que des choses qui intéressent les compagnies d'assurance. L'assurance inondation est couverte par l'État maintenant aux États-Unis à cause de Katrina et de tous les autres ouragans. On a maintenant une dette de 26 milliards de dollars. Il faut évidemment payer l'intérêt de cette dette. Mais ça ne rentre pas dans ces pertes-là, puisque ça ne rentre pas dans les comptes des compagnies d'assurance, c'est payé par le contribuable. Autre perte à laquelle il faut penser. Alors, il y a un nouveau rapport du GIEC qui vient de sortir, qui nous donne différents scénarios. Ici, on a un scénario très très agressif. Celui où il se trouve qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre à 0. Alors, j'ai des doutes, je ne pense pas que ça va se produire. Sinon, on peut regarder une autre prévision où on pense qu'on a une augmentation d'environ 1 degré, 1,5 degré. Ici, en rouge, on peut peut-être monter à 4, 5 ou 6 degrés. Et ça, franchement, c'est pas une bonne idée. Parce que les paléontologues suggèrent qu'un réchauffement de 6 degrés, ça veut dire que toute la glace fond et que ça nous donne un niveau de la mer plus élevé d'une 50aine de mètres. Mais si on n'est qu'entre les deux, il y aura évidemment des changements majeurs pour l'agriculture, puisque toute la moitié ouest des États-Unis ne pourra plus rien faire pousser. Alors, parlons un peu du délai. Regardez, vous avez ici le nombre moyen de cigarettes fumées par les hommes aux États-Unis. Peu de gens fumaient en 1900, il y a une très grande augmentation au cours de la Deuxième Guerre mondiale, où les cigarettes gratuites étaient distribuées librement. À partir de 1950, on commence à se dire dans la communauté médicale que le tabac peut provoquer le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Donc les compagnies de tabac ont cherché à cacher tout ça, ont lancé des contre-campagnes. Ensuite, on a interdit la publicité, d'abord à la télé, ensuite dans les magazines. Donc on a le nombre d'hommes qui ont commencé à fumer qui baisse. Donc les femmes aussi ont commencé à fumer plus tard. Donc on a un délai de 20 ans entre le moment où il y a le cancer. Alors évidemment, il y a des gens qui ont des cancers très rapidement. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout de cancer. Hein. Si vous fumez un paquet par jour, vous avez une chance de 30% plus de chances de développer un cancer que si vous ne fumez pas. Et donc il y a un processus de mutation très lent. Et alors,
quel est justement le délai? Là, on a un délai de 20 ans pour le tabac. Quel est le délai pour ce qui concerne les gaz à effet de serre? Vous savez, il y a des courants océaniques différents. On ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de quoi? De 50 ans? De 100 ans? Pourquoi est-ce que c'est aussi long? Parce que les couches supérieures de l'océan, des mers, se mélangent très doucement avec les couches inférieures. Vous savez, en 2010, quand je travaillais sur cette fuite, on avait la température supérieure qui était de 86 degrés Fahrenheit, alors que le fond de l'océan était juste à 1 degré au-dessus de zéro. Et ces océans très froids prennent très longtemps pour se réchauffer, peut-être une centaine d'années. Et donc, on ne sait pas quel sera le nouvel équilibre. Parce que même si on arrête totalement la production et l'émission de gaz à effet de serre, on ne sait pas ce qui peut se produire. On aura peut-être 1 degré de plus. On aura peut-être un demi-degré de plus. On ne sait pas. Alors je vais sauter un petit peu là tout ça. Mais il existe des solutions qui sont potentiellement très bonnes, hein, l'éolien, le solaire, la géothermie. Pourquoi? Parce que si on voit ici on a film fin ou cristallin. Ici, il y a eu une demande particulière sur les modèles. C'est le prix des modules photovoltaïques. Ensuite, les Chinois ont investi des dizaines de milliards de dollars dans la fabrication solaire. Donc, il y a eu surproduction, une baisse au niveau mondial. Maintenant, les prix sont en train de se stabiliser. Mais moi, je prédis qu'ils vont continuer à baisser parce que si l'on regarde ce qui est actuellement mis en place, le coût reste à la baisse. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il se trouve d'ailleurs, on a ici des estimations officielles du prix du gaz naturel, hein, ce qui est vraiment la forme d'énergie vraiment la moins chère. Mais maintenant, l'éolien est à 20% de ce niveau-là. Ce qu'on a en vert ici, ce sont... Pardon, ça ce sont les prévisions et le vert c'est le réel 2 ans plus tard. Donc ça baisse, le coût baisse plus vite que prévu. Et donc si on a des renouvelables, évidemment, il faudra de meilleures lignes à haute tension. Il est très important de pouvoir développer des technologies. Ici, on a des plans de lignes à haute tension européennes. Il faut aussi... l'un des avantages d'avoir un scientifique qui est ministre de l'énergie, c'est que, vous pouvez dire, c'est dans quoi qu'il faut qu'on investisse? Pas les gens... parce que les gens veulent que vous dépensiez, mais pour l'avenir. Et donc nous avons pensé que l'électronique électrique à haute tension est un produit très important. Et donc l'ARPA-E, l'agence d'innovation, était en train de développer ce type de choses. Après que nous ayons accordé une subvention, il existe maintenant un transistor, un prototype transistor qui fait à peu près la taille de mon ongle, capable de gérer 1 million de watts à 20 000 volts. Donc des transistors comme ceci peuvent vous permettre, si vous les placez sur les lignes à haute tension, ils permettent de contrôler l'impédance. Donc on peut envoyer de l'électricité d'un côté ou de l'autre. Elle n'est pas obligée de passer par cette ligne, elle peut passer par une autre. Donc si vous avez une ligne à haute tension surchargée, vous pouvez utiliser ça. Et en fait, grâce à cette technologie, tout comme vous pouvez envoyer des paquets d'informations vers un téléphone portable ou un autre, ou vers une télé ou une autre, là, la technologie commence à exister pour envoyer des paquets d'énergie et de le dispatcher d'un côté ou de l'autre. C'est extrêmement important, ce qui veut dire que le système de transport de l'électricité devient beaucoup plus efficace et les risques de surcharge sont vraiment minimisés. Alors évidemment, il s'agit d'appareils électroniques et qui doivent être produits. Et donc, on a cherché à pousser un peu ça. Les batteries également, les prix ont été divisés par 2. Là, je voudrais simplement faire une parenthèse pour dire que au cours de ce siècle, on aura forcément besoin d'énergie fossile. Si vous regardez le vent,
Là, on a eu une période de 11 jours pendant laquelle le vent a complètement arrêté de souffler. Alors après, il y a une bonne nouvelle, c'est que on a des centrales à gaz qui peuvent monter en puissance en à peine 10 minutes et qui ont une immense efficacité énergétique de plus de 60%. Et elles peuvent monter et baisser en régime. Donc ça, ce serait une sorte de batterie finalement. On peut avoir une grande batterie comme ça qui permettrait de compenser le fait qu'il n'y ait pas de vent ou de soleil. Alors ça, je vais sauter. Sauter cette partie-là sur les Bell Labs. Ça, les Bell Labs où j'ai passé les 9 premières années de ma carrière. Ici, c'est tout à fait incroyable. Hein. Ils ont embauché des jeunes scientifiques. Et on était 15. Et on a été 15 à obtenir des prix Nobel plus tard. Et moi, j'étais juste un professeur assistant. Je venais d'être nommé professeur assistant quand j'ai été recruté. On était tous très jeunes. Donc, quelques conseils. Il faut essayer d'embaucher des gens qui sont plus forts que vous. Ce sont vos protégés, pas vos assistants. Et les gens de qualité A recrutent des gens de qualité A. Et les B recrutent des gens de qualité C. Alors, il faut embaucher des individus, pas de représentants d'un domaine. S'ils sont bons, ils changeront de domaine. Et c'est pas toujours le cas. Et surtout, laissez-les voler de leurs propres ailes. Sidney Brenner, qui est devenu mon ami, au fil du temps, qui est lauréat d'un prix Nobel aussi, a dit « Nous avons attiré les meilleurs et notre métier était de créer des individus meilleurs que nous-mêmes. » Ah, là, il manque un petit bout de la citation, mais la citation était « Qui que vous soyez dans ce laboratoire, c'est-à-dire le laboratoire de biologie moléculaire, y compris le directeur du laboratoire, vous travaillez dans le laboratoire. » Donc là, je suis désolé, il me manque un bout, hein, mais c'était quoi déjà? C'était quelque chose du genre, le directeur du laboratoire avance et toute l'équipe avance dans la même direction. Enfin, peu importe. Je voudrais conclure sur cette image. C'est une photographie qui a été prise par un astronaute lors de la mission Apollo 8. Il a pris cette photo du lever de terre. Là, vous avez la Lune, hein, pas très beau, pas très agréable. Et ici, vous avez la Terre qui est très, très séduisante et attirante. Vous voyez, c'est très joli. Et là, Serge, si vous me le permettez, pas si je me le permets, si vous me le permettez, pour essayer de prendre encore plus de recul, ici, nous avons la sonde Voyager 1 qui était censée passer à côté des planètes et prendre des photos. Et Carl Sagan a réussi à convaincre au moment où elle est passée à côté de Pluton, avait essayé de les convaincre de retourner le satellite pour qu'il se tourne vers la Terre. Et il a pris cette photo. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena.
Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Continuer à vivre dans les cœurs que nous laissons derrière nous, c'est continuer à vivre pour toujours. Merci.